Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver à la une de ce dimanche 7 juin. Après 3 mois de déconfinement, l'Algérie entame aujourd'hui la première phase de son plan de déconfinement qui consiste en la réouverture de nombreux commerces et acteurs et secteurs d'activité économique. Les détails dans ce journal. L'Algérie a décroché 4 prix au 18e concours international des huiles du monde. Nous reviendrons sur cette distinction internationale avec l'invité du journal et nous dresserons les portraits des 4 lauréats ainsi que les différents problèmes qui entravent l'essor de la filière oléicole ça sera le dossier de l'édition. Et enfin, plongé au cœur des monts d'Ebabour, un point de rencontre entre Béjaïa, Djidjel et Sétif. Le site archéologique de Agmoun retrace l'histoire de cette région montagneuse. Voilà donc pour les titres. Bienvenue à tous. Les pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole menée par l'Arabie Saoudite et leurs 10 alliés dans la Russie se sont entendus hier sur la prolongation d'1 mois jusqu'au 31 juillet de l'accord historique de la réduction de la production. L'annonce a été faite hier par le ministre algérien de l'énergie Mohamed Al-Rab qui assure la présidence de l'OPEP et ce à l'issue d'une réunion par visioconférence des pays de l'OPEP+. Karim Haïfa. Tenant compte des récentes perspectives du marché pétrolier international, les pays participant aux travaux de la 11e réunion ministérielle des pays OPEP et non-OPEP et de la 179e conférence ministérielle de l'OPEP, présidée par le ministre de l'Énergie, Mohamed Aqab, ont pris plusieurs décisions visant à assurer la stabilité des cours de l'or noir. Il s'agit notamment de la réduction de la production pétrolière de l'ordre de 9,7 millions de barils jour durant le mois de juin 2020, d'une baisse de 9,6 millions de barils jour durant juillet 2020, ainsi que d'une coupe de 7,7 millions de barils jour devant intervenir du 1er août à fin décembre 2020. Nous avons décidé ensemble, pays OPEP et non OPEP, de faire une extension d'1 mois de l'accord du mois de mai et juin, mais avec une quantité de 9,6 millions de barils durant le mois de juillet. Donc c'est important. Le but, c'est absorber un peu les quantités supplémentaires qui sont sur le marché. L'autre décision entérinée par les pays de l'OPEP et non-OPEP est celle de réunir le comité ministériel mixte de suivi tous les mois afin de suivre l'application de l'accord de réduction de l'offre pétrolière. C'est très important. Pourquoi chaque mois? C'est très important pendant ce timing. Nous devons s'assurer du respect total de l'application de l'accord pendant ces 3 mois. Dans ce contexte, la 11e réunion des pays de l'OPEP+, a réaffirmé l'engagement continu des pays producteurs signataires de la déclaration de coopération en faveur d'un marché stable dans l'intérêt mutuel des pays producteurs, de l'approvisionnement efficace et sûr des consommateurs, ainsi que dans l'intérêt de l'économie mondiale. L'objectif, c'est de stabiliser le marché, d'asseoir cette stabilité, cette confiance sur le marché, entre l'offre qui est disponible et la demande qui est là pour l'offre. Donc cet équilibre, il est nécessaire, il est indispensable pour le marché pétrolier. Donc c'est le but recherché. Les prix seront certainement qui vont répondre à cet équilibre et entre la demande et l'offre et entre les producteurs et les consommateurs. Les participants à ces 2 conférences ministérielles tenues en visioconférence ont convenu aussi de réduire la production de 5,8 millions de barils jour du 1er janvier 2021 à avril 2022. Après 3 mois de confinement, l'Algérie entame aujourd'hui la première phase de son plan de déconfinement qui consiste en la réouverture de nombreux commerces et secteurs d'activité économique dont les fast-foods mais uniquement en vente à emporter ou encore les agences de voyage. Les détails avec Abdelmajid Benqassi. Il est prévu, outre l'élaboration de guides de règles sanitaires à observer pour chaque secteur et activité, la mise en place d'un dispositif renforcé de surveillance sanitaire basé sur une stratégie de détection précoce et appuyée par un dépistage ciblé. Ainsi, pour le secteur du BTPH, y compris les activités de sous-traitance et les bureaux d'études, il est prévu l'organisation des transports du personnel à la charge des entreprises qui sera autorisée à circuler sur l'ensemble du territoire national. La relance des travaux sur les chantiers est subordonnée au respect par les employeurs de la disponibilité des équipements de protection des travailleurs, masques, gants, casques, à la planification des travaux de façon à respecter la distanciation physique et lorsque c'est le cas, à l'organisation des conditions de leur hébergement
et de leur restauration rapide. Pour la reprise de l'activité commerciale et de services, elle concernera entre autres les artisans céramistes, les plombiers, les menuisiers, les agences de voyage, la vente de produits d'artisanat ainsi que l'activité de maintenance et de réparation, le commerce d'articles de ménage, les pâtisseries et confiseries, la vente à emporter de glaces et de boissons, les fast-foods, uniquement la vente à emporter, les douches à l'exception des hammams, les librairies, les salons de coiffure pour hommes, ainsi que les marchés à bestiaux y sont aussi concernés. Toutes ces activités, néanmoins, sont tenues de se conformer aux mesures imposées par la pandémie. À cet effet, un dispositif préventif d'accompagnement particulier aux activités autorisées devra être mis en place par les différents opérateurs et commerçants concernés, comprenant notamment l'obligation du port du masque, l'affichage des mesures barrières et de prévention sur les lieux, l'organisation des accès et des files d'attente à l'extérieur et à l'intérieur des locaux de façon à respecter l'espacement et la distance physique, tout en limitant le nombre de personnes présentes en un même lieu. La commission de Wilaya chargée de coordonner l'action sectorielle de prévention et de lutte contre la pandémie en relation avec les services de santé, les services vétérinaires, les collectivités territoriales et les services de sécurité veilleront à l'application de l'ensemble des mesures de prévention. Le non-respect de ces mesures donnera lieu à la fermeture immédiate du commerce ou de l'activité concernée et à l'application rigoureuse des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Dernier bilan de coronavirus en Algérie, 115 nouveaux cas confirmés au Covid-19, 168 guérisons et 8 décès ont été enregistrés. Ces chiffres ont été communiqués hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Dr Jamel Fourar. On l'écoute ensemble. Aujourd'hui, le samedi 6 juin 2020, nous allons vous faire le bilan de la situation du Covid-19 en Algérie sur la base des cas notifiés, également sur la base des résultats des différents laboratoires régionaux de virologie. Au cours des 24 dernières heures, les principaux indicateurs sont les suivants. Nous avons 115 nouveaux cas, 178 malades guéris, 24 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec les 115 nouveaux cas notifiés au cours des 24 dernières heures, le total cumulé de 10 050 cas, avec une incidence de 23 cas pour 100 000 habitants. Et nous voyons que nous avons 29 wilayas en dessous du taux de l'incidence nationale et 19 au-dessus de l'incidence nationale. Il faut savoir aussi que 25 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. Concernant les décès, nous avons malheureusement 8 nouveaux décès, mais par rapport aux décès qui étaient enregistrés donc, il y a quelques jours, il y a une baisse sensible du nombre de décès et ça nous rassure un peu. 2 décès à Sétif ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, un à Alger, à Béchar, Boumerdes, Constantine, Sidi Bel Abbas et Tipaza, ce qui porte le total cumulé des décès à 698. 75% des patients décédés sont âgés de 60 ans et plus. Concernant les patients guéris, ce chiffre est également très rassurant puisqu'il augmente de jour en jour. Nous sommes actuellement à 6 631 patients guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers, dont 178 au cours des 24 dernières heures. Le 19 406 patients ont bénéficié du traitement donc, depuis le 23 mars à ce jour. Parmi eux, 8 715 cas confirmés au laboratoire et 10 691 à l'imagerie médicale. Concernant les patients en soins intensifs, également ce nombre est stable donc, depuis plusieurs jours. Actuellement, nous avons 24 patients en soins intensifs. Et pour terminer, nous sommes conscients que beaucoup d'efforts ont été faits et nous appelons donc, nous interpellons les citoyens à l'effet donc de les rendre plus conscients par rapport aux enjeux de santé que nous subissons, également par rapport au respect des règles de prévention dans l'usage obligatoire du masque de protection et pour lequel il y a un décret exécutif, le numéro 20-127 du 20 mai 2020. Je vous remercie de votre attention. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée de la sécurité sanitaire des aliments, une journée pour sensibiliser l'opinion publique et l'inciter à agir pour prévenir, détecter et gérer les risques d'origine alimentaire.
Transition toute faite pour aborder le dossier de l'édition. Il est consacré à l'huile d'olive extra vierge. D'ailleurs, 4 prix ont été décrochés dernièrement par l'Algérie au 18e concours international des huiles du monde, dont 2 médailles, une en or et l'autre en argent. Où plus de 250 participants de différents pays y avaient pris part. Nos caméras se sont déplacées à Bouira, Boumerdès et Blida pour rencontrer les opérateurs, les lauréats de ce concours. Portrait croisé de ces lauréats signé Philippe Nour. C'est une préparation d'environ 2 ans. On a récompensé par une médaille d'or d'un fruit mûr intense. C'est une bonne chose pour nous, c'est pour la filière horticulture en général, algérienne et pour l'Algérie. Nous sommes heureux, c'est ce produit qui nous a permis de gagner parmi plus de 250 participants. Non, c'est quelque chose, c'est bien, mais c'est encourageant. On préfère avoir une médaille de bronze, d'argent, bien d'or. Nous avons été à leur rencontre, d'abord à Ahnif, dans la wilaya de Bouira, au pied de Djurdjura, Omar Ouagued, déterminé à aller de l'avant et fier de ses 6 hectares et 12 000 oliviers. À l'Arba, dans la wilaya confinée de Blida, Nasreddin Bellout a tenu à inaugurer devant nos caméras un nouvel espace, lui qui table sur la connaissance pour un produit compétitif. Et enfin, entre terre et mer, à Berlia, dans la wilaya de Boumerdès, Hamid Kieret nous accueille dans un univers où modernité rime avec qualité. 3 profils différents, mais tous attachés à la terre nourricière et à l'or vert. Le matériel, on les a achetés en 2014 dans le cadre d'un dispositif d'État algérien. Alors, on a coûté environ d'1 milliard de centimes. En 2012, on a investi dans une nouvelle machine qui nous a coûté plus de 180 000 € à l'époque. C'était en 2009, j'ai fait une étude techno-économique avec des experts. Et moi aussi, j'ai voyagé dans certains pays. C'est pour ça que à ce temps-là que j'ai commencé à connaître c'est quoi l'olive, c'est quoi l'huile d'olive. Et apprendre surtout à la consommer. Sous l'étiquette de vierge et extra vierge, l'huile d'olive s'impose aujourd'hui comme une nouvelle habitude alimentaire. Seulement, selon les professionnels, si on veut aller plus loin, la certification et la labellisation de ce précieux liquide en Algérie devrait être le maillon fort de la chaîne. La plupart des huiles qu'on a en Algérie, c'est des huiles naturelles, on ne peut pas dire biologiques parce qu'il faut la certification. Il y a tellement de choses à savoir sur l'huile d'olive, alors que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils consomment. Pour participer à l'étranger, il vous faut une analyse, scientifique d'analyse agréée par le COI, le Conseil international de l'agriculture qui se trouve en Espagne. Il manque un travail sérieux sur le terrain. À mon avis, il faut le revoir, le Conseil horticole algérien, parce que pour le moment, on n'a rien vu depuis l'installation, ça fait 2 ans. Cela dit, entre le contenant et le contenu, l'olive balance. Ça fait 2 ans de ça, une entreprise à Oran qui fabrique ce genre de bouteilles, mais il est en arrêt à ce moment. Alors il y a un rupture et c'est un problème sérieux. Avant, on l'importait de la Tunisie. Maintenant, les Tunisiens sont très saturés. Donc, on a un problème. Ils risquent d'importer d'ailleurs. On risque que le prix va augmenter. Le prix, la qualité et la quantité des éléments essentiels pour aller vers le marché international. La demande y est. Depuis l'annonce des résultats, les 4 producteurs algériens médaillés sont sollicités par des opérateurs américains, japonais et d'autres. Pour l'instant, le rêve est permis. Quand on sait que la wilaya de Bouira, à elle seule, pourrait produire plus de 2 millions de litres d'huile d'olive par an. Sachant qu'un baril d'huile d'olive coûte 10 fois plus cher qu'un baril de pétrole. Et avant d'être médaillés à l'international, ils ont été primés au niveau national lors du concours Apulé, dont la 3e édition devait se tenir à Alger lors du Salon international de l'Olivier en mars dernier. Si le salon a été reporté en raison de la crise de Covid-19, l'équipe de l'Institut national de recherche agronomique algérien a continué son travail pour élire la meilleure olive extra vierge Apulé 2020. Philippe Nour.
Ce sont les fiches des candidats de l'Apulé 2020, un concours national de la meilleure huile d'olive vierge extra. Même si la 3e édition se déroule dans des conditions exceptionnelles, l'équipe de l'Institut de la recherche agronomique veille au respect du règlement établi par le Conseil oléicole international. Au fait, le lot, il est composé soit de 3 bouteilles de 750 ml avec un code qui lui appartient, ou bien 4 bouteilles de 500 ml. Pourquoi 4? Une, elle doit rester comme témoin. Celles de l'année dernière, elles sont toujours au niveau de notre chambre froide. S'il y a des mécontents, on peut leur refaire l'analyse. Il faut savoir que le taux d'acidité d'une huile vierge extra doit être inférieur ou égal à 0,8, mais pas que. D'autres paramètres sont déterminants pour avoir une huile de qualité. Il y a un itinéraire technique à respecter. Là, c'est-à-dire c'est la taille, c'est le travail de terrain. Après, c'est la récolte qui est la clé de voûte de l'obtention de l'huile de qualité. Une olive ne doit pas passer 3-4 mois devant une huilerie. C'est aberrant. Ce n'est pas comme les autres huiles végétales. Le soja, tournesol, on les raffine. C'est un jus de fruits. Donc on ne dit pas la transformation, on dit l'extraction. Donc plus l'olive elle est fraîche, elle garde ses attributs. Et c'est ça lors du concours. L'acidité, l'indice de peroxyde, l'absorbance dans l'UV, c'est chimique. Après, il y a la deuxième étape qui est la dégustation. Une étape assurée par un jury international composé de 8 personnes. En revanche, il va falloir attendre encore pour avoir un laboratoire sensoriel et un panel de dégustation permanent en Algérie. En attendant, l'INRA renforce le volet coopération internationale. Nous sommes sur un projet avec l'Union européenne, donc l'acronyme OliveNet. Et c'est un projet qui regroupe plus de 12 pays. Donc le coordinateur principal du projet, il est à l'université d'Athènes. Il y a donc dans le projet, dans le consortium, il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne. Ce qui est sûr, c'est que le concours Apulé a permis d'établir une relation et d'assurer une continuité entre la recherche et les oléiculteurs algériens. Les résultats 2019 ont servi également de matière de recherche pour un étudiant en master de l'université Houari Boumediene Bebzouar. Et pour parler justement de l'huile de ce fruit du soleil et de la passion et de la distinction de l'Algérie au concours international des huiles du monde, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui Samir Ghani, directeur de publication de l'Olivier Magazine. Bonjour Monsieur Ghani. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Rim et bonjour à tous les téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie pour nous avoir accueillis. Donc, quelle est l'importance de ces prix et de la présence de l'Algérie dans ce genre de concours internationaux? Merci. Vous savez, au contraire de ce que pensent les gens, dans l'huile d'olive, on est méconnu dans le monde concernant l'huile d'olive. Donc, ces dernières années, il y a quand même un boom par rapport à tout ce qui se fait donc, dans le développement de l'huile d'olive. Et ces concours, justement, ça permet de nous faire connaître à travers le monde et que les pays beaucoup plus importateurs s'intéressent à nos produits. D'ailleurs, après les consécrations, on a eu les opérateurs, j'ai eu à discuter avec eux. Ils ont eu des appels de partout du monde, même du Japon, qui commencent à s'intéresser aux produits algériens. Donc voilà, pratiquement tout l'intérêt, il est là. Et puis c'est un outil de marketing et à travers ces huiles-là qui sont primées, on peut se positionner dans le monde et placer nos produits donc, dans différents pays. Donc c'est une bonne manière de donner de la visibilité et de se positionner à l'échelle internationale. Exactement, exactement. Pour participer à certains concours oléicoles internationaux, la certification du produit est la condition nécessaire. Donc voilà, nous allons le voir à l'instant. À Douar Belkhir, un petit village dans la commune de Htatba, wilaya de Tipaza, les habitants vivent dans une précarité extrême. Nous souffrons tous des problèmes d'assainissement. Nous sommes livrés à notre sort.
Les eaux usées pénètrent jusqu'à l'intérieur de nos maisons. Nous sommes envahis par les serpents et les rongeurs. Plusieurs localités de cette commune ont été recensées zones retardataires et vont bénéficier d'un programme de développement dans les plus brefs délais par l'octroi d'une enveloppe financière considérable permettant de remédier à leur situation. Les projets de développement ont porté sur le raccordement en eau potable, l'assainissement, le bitumage des routes. Ce sont des projets prioritaires qui permettront de stabiliser les habitants dans ces zones. Les opérations sont déjà lancées et fixées dans les plus brefs délais. Nous avons 6 projets de développement déjà en cours de réalisation lancés dans plusieurs localités, à savoir Belkhir, Distli, Rox, Chenoui et Hay Safrani. Des projets de développement tant attendus par les habitants devront améliorer leurs conditions de vie. Donc voilà, c'était le sujet qui concernait les opérations de développement lancées à travers le territoire national en vue de réduire les inégalités de développement et effectuer l'équilibre national. On revient à notre invité, M. Samir Ghani, directeur de publication de l'Olivier Magazine. On parlait tout à l'heure de certification, donc, qui reste un problème pour justement placer le produit algérien. Pourquoi ce manque de laboratoire de certification et quels sont les obstacles qui se mettent au travers de l'essor de cette filière? Merci. Vous savez, l'Algérie est membre du Conseil de l'école internationale depuis 1963 et c'est désolant qu'à ce jour, on n'a pas un panel de dégustation. Donc, ce genre de panels qui sont agréés par le COI. L'Algérie n'a pas, elle est l'un des pays qui cotise régulièrement au COI, mais il n'y a pas un retour sur cotisation. Donc, on peut profiter donc des formations, des bourses, par exemple, que le COI donne à différents pays, donc aux éléments, des chercheurs, tout ça, pour faire ces formations, d'où ça nous permettra d'avoir des panels de dégustation. Donc ça d'un côté, mais il y a aussi, parce que vous savez, dans l'huile d'olive, il y a deux sortes d'analyses qu'on fait. Il y a les analyses physico-chimiques, ça qui nécessite des laboratoires, donc qui doivent être accrédités par un organisme d'accréditation. Je pense qu'on va revenir tout à l'heure sur le sujet. Et ça, on ne l'a pas. On n'a aucun laboratoire en Algérie agréé par le Conseil de l'école internationale. Et ça, c'est important si on veut aller vers l'export. Pourquoi? Parce que l'exportateur, il doit présenter un certificat de conformité, donc d'où la 17025. Nous, on n'a pas. Il y a des opérateurs dans certains concours, comme on parlait tout à l'heure. Pour participer à certains concours, il leur faut que les analyses soient faites par des laboratoires donc accrédités. Et malheureusement, ils vont à l'étranger donc, pour faire ces analyses et pouvoir participer à certains concours. D'où parce que nous, on veut y aller vers d'autres concours. Il n'y a pas que celui-là. Il y a des concours à New York, à London, à Tokyo, donc qu'on envisage de participer avec les huiles algériennes. Donc ça fait des contraintes. Après, on a les panels de dégustation. Et comme je l'ai dit, on n'a jamais eu. Ce n'est que cette année. Et je remercie le ministre de l'Agriculture qui a insisté, qui a donné instruction pour que ce panel soit constitué. Et Dieu merci, on a un panel, mais il a beaucoup de travail à faire. Mais ce n'est pas suffisant, un seul panel. On a un continent, pas un pays. L'oléiculture est présente dans 42 wilayas. C'est impossible qu'un panel fait face à toutes les demandes d'analyse, que ce soit sensorielle ou physico-chimique. Donc, vous savez, par rapport au COI, donc les bourses qu'on a, donc on a le droit à 1-2 bourses par an. Un panel, il est constitué entre 8 et 12 experts en dégustation. Si on suit le rythme de ce rythme de formation, il nous faut 20 ans pour former 2 panels. Et il y a une proposition donc, qui est faite. On peut gagner 20 ans de temps en formant carrément une vingtaine de personnes en espace de 3 mois qui deviendront
des experts internationaux agréés par le COI. Et comme ça, on peut diversifier et faire des panels à l'ouest, à l'est, même au sud et au centre. Donc on a un besoin en panel de dégustation, pas moins de 4-5 panels de dégustation, et en laboratoire d'analyse physico-chimique. Donc là, on aura Algérac, donc on reviendra avec l'INRA qui va voir donc l'accréditation. Et d'ailleurs, vous avez ramené un verre de dégustation avec vous. Oui, justement. Donc je l'ai ramené exprès. Vous savez, c'est ce genre de verre que le panel de dégustation, donc les experts quand ils dégustent, ils utilisent ces verres-là qui sont... Même la dimension, la couleur, elle est bien étudiée parce qu'on me dit souvent pourquoi la couleur elle est comme ça. Tout simplement parce que la couleur, ce n'est pas un critère de qualité, donc ça ne doit pas influencer sur le dégustateur. Donc ce qui compte, c'est le côté sensoriel, donc le nez et puis le palais. Ouais. Merci Monsieur Samir Ghani d'avoir été l'invité de ce journal. Je vous rappelle que vous êtes le directeur de publication de l'Olivier Magazine, dont voici le dernier numéro. Merci à vous. Merci à vous. On poursuit notre journal. La dépouille du dirigeant sahraoui Mohamed Khaddad, ancien coordinateur du Front Polisario auprès de la Minirso, arrivé hier à l'aéroport de Tindouf à bord d'un vol spécial en provenance de Madrid en Espagne, a été inhumée aujourd'hui au cimetière de camp de Smara. La dépouille a été accueillie à son arrivée par une importante délégation sahraoui conduite par le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek. Les autorités locales de la wilaya de Tindouf et les représentants de la société civile. Le diplomate sahraoui Mohamed Khaddad est décédé le 1er avril dernier en Espagne des suites d'une longue maladie, mais la situation sanitaire mondiale induite par la pandémie de Covid-19 n'a pas permis le rapatriement de sa dépouille dans les camps de réfugiés sahraouis. Suite au décès de Mohamed Khaddad, la présidence sahraoui avait décrété un deuil national d'une semaine. À l'étranger, nouveau rebondissement dans la crise libyenne au lendemain du lancement par les forces gouvernementales d'une opération pour reprendre la ville de Sirte. Le chef des troupes rivales, Khalifa Haftar, s'est dit hier favorable à un cessez-le-feu à partir de ce lundi. Amel Bouakba. Chassé de son dernier fief dans l'ouest de la Libye par les forces du gouvernement libyen d'union nationale reconnu par l'ONU, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé hier son soutien à un cessez-le-feu à partir de ce lundi dans le conflit l'opposant au GNA. Une décision qui intervient après des discussions hier au Caire avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. L'initiative du Caire appelle au respect des efforts internationaux et propose un cessez-le-feu à partir de 6 heures. Heure locale ce lundi, c'est ce qu'a déclaré le président égyptien lors d'une conférence de presse en présence du maréchal Haftar. Ce dernier a accepté cette initiative au moment où ses forces subissent une série de revers. Il faut dire que ces derniers mois, le camp Haftar cumule de cinglantes défaites alors que les troupes du GNA enregistrent plusieurs succès. Après avoir perdu le 18 mai dernier la grande base aérienne d'Al-Watiya qui lui servait de quartier général dans l'ouest libyen, c'est le très stratégique aéroport de Tripoli que Haftar a dû céder dans la journée de mercredi aux forces alliées du GNA. L'aéroport en question était l'une des dernières positions occupées par les hommes de Haftar. Samedi, les forces du GNA ont lancé une opération pour reprendre la ville de Sirte après avoir enregistré des avancées dans les combats autour de Tripoli. Le gouvernement libyen d'union nationale, basé à Tripoli et soutenu par les Nations Unies, avait en outre annoncé vendredi avoir pris le contrôle de la ville de Tarhouna, dernier fief des forces rivales du maréchal Khalifa Haftar dans l'ouest du pays. Après plus d'un an de combat autour de la capitale libyenne, le gouvernement d'union nationale libyenne a affirmé ce jeudi avoir repris le contrôle de toute l'agglomération de Tripoli. Le chef du GNA, Faiz Sarraj, s'est dit déterminé à reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire libyen dans le sillage d'une série d'échecs des forces de Haftar.
Toujours à l'étranger, 5 Palestiniens ont été blessés par balles en caoutchouc et asphyxiés par inhalation de gaz lacrymogène hier lors de confrontations avec les forces de l'occupation israélienne dans plusieurs régions des territoires palestiniens. Ces actes ont été enregistrés lors de la répression par les soldats de l'occupation de la marche hebdomadaire Kafr Qadoum à Al-Qalqilia, au nord de la Cisjordanie, contre l'annexion israélienne, rapporte l'agence de presse palestinienne. Par ailleurs, des milliers d'Israéliens brandissant des drapeaux palestiniens ont manifesté hier à Tel Aviv contre le projet du gouvernement d'annexer des pans de Cisjordanie occupés à moins d'un mois d'une échéance possiblement cruciale pour ce dossier brûlant. La manifestation a été organisée par des ONG et des partis politiques ancrés à gauche. Le nouveau gouvernement d'union israélien doit présenter à partir du 1er juillet sa stratégie pour mettre en œuvre le plan de l'administration américaine pour le Proche-Orient, lequel prévoit l'annexion par l'Israël de la vallée de Jourdain et des colonies en Cisjordanie occupées. Les Palestiniens ont rejeté en bloc le plan américain qui prévoit aussi la création d'un État palestinien, mais sur le territoire réduit et sans Jérusalem-Est pour capitale, contrairement à ce qu'ils exigent. Pour finir en beauté, plongée au cœur des monts des Babour, un point d'encontre entre Béjaïa, Djidjil et Sétif. Le site archéologique de Egmoun retrace l'histoire de cette région montagneuse que Rahim Abdelaziz nous fait découvrir dans ce reportage. Regardez. Stratégique, cette région montagneuse est reliée aux côtes méditerranéennes avec les anciennes cités numides de Sétif, Djemila et Mila. Au niveau des massifs d'Egmoun apparaissent les monts des Babar qui renferment aussi d'anciens vestiges. La civilisation bavare a existé comme le prouvent des pièces de monnaie découvertes sur ce site. Ces pièces sont datées du IIIe siècle de l'époque chrétienne. Ceci prouve que cette civilisation a bel et bien existé. Des monts Tababort et Babor en surplombe le site archéologique de Egmoun. Il s'agit d'un site lié au IIe et IIIe siècle, comme l'attestent ces pièces romaines de Egmoun. De nombreuses structures de différents édifices en pierre de taille sont visibles sur de vastes espaces. Le site d'Egmoun communique avec les côtes djidjiliennes et bjaouis. Un moment de dépaysement signé Rahim Abdelaziz. Fin de ce journal. Merci à vous d'y avoir prêté attention. Tout de suite, la météo avec Mina Abed. Sinon, vous pourrez suivre l'actualité sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Excellente journée à tous et bon appétit si vous êtes à table. À demain.